Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première émission de l'année 2023, donc je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année, santé, prospérité, amour, tout ce que vous voulez, tant que vous êtes heureux, c'est très bien. Bon, on va rentrer dans le dur très rapidement, on va parler de ce qui se passe actuellement sur les marchés financiers avec ces hausses assez conséquentes, notamment et surtout d'ailleurs en Europe. Et cette décorrélation d'ailleurs Europe-US, pourquoi on en est là? Pourquoi il y a autant de décorrélation? Pourquoi une hausse aussi spectaculaire en Europe et un peu mitigée aux US, même si ça commence à grimper légèrement côté US, il y a quand même une Europe leader pour le coup, ce qui change de d'habitude d'ailleurs. Donc on va voir pourquoi cette décorrélation, pourquoi cette hausse, où on peut aller encore. Pourquoi éventuellement ne pas rentrer maintenant? Je vous montrerai moi ce que j'en pense. On va faire un petit tour global, histoire de cloisonner un peu tout ça en ce début d'année. Et après, bien entendu, comme d'habitude, on va parler du Darwin à la fin de l'émission. Je vous montrerai où on en est sur la performance, même si pour le coup, je vais être honnête, et bon, c'est l'intérêt d'être transparent, au moins vous voyez tout. Il n'y a pas de possibilité de dire n'importe quoi. On a loupé une bonne partie de la hausse, voire même toute la hausse d'ailleurs sur les indices. Bon, rien d'alarmant, hein, mais on est assez flat voilà, sur le début d'année. C'est pas grave, on va essayer de se rattraper. De toute manière, on est quand même beaucoup plus performant quand il n'y a pas forcément de directionnel. Nous, on préfère vraiment, pour le coup, là on fait le plus de performance, c'est dans la volatilité. Là, c'est vrai qu'on monte en crabe depuis début d'année, donc c'est vrai qu'il y a très peu de volat au final. Donc voilà, mais bon, c'est pas grave, on s'adapte et puis ça va aller. Donc, ceci étant dit, je vais passer tout de suite au graphique et je vous dis à tout de suite. Bon allez, donc on va faire un point assez complet. Je vais reprendre également les 3 plans que j'ai postés sur Twitter dimanche ou lundi, je sais plus, qui mettaient en évidence donc 3 actions françaises. Et je vais mettre également, je vais faire également le suivi des actions que j'ai postées dans mon Discord donc dimanche soir. Donc, voilà, pour que vous voyez un peu le raisonnement, et puis pour que ceux qui ont suivi puissent voir un peu où on peut aller et comment on peut gérer son money management dans ces cas-là. Voilà, donc un tour sur les indices, un tour sur des actions françaises US, et un tour peut-être sur l'euro-dollar. Le CAC, donc le CAC depuis le 2 janvier, donc 2 janvier, voilà qui est là, il nous a fait quand même, à l'heure où je parle, plus 7,76%. Correct pour le CAC, il n'y a rien à dire. Moi je pensais qu'on allait avoir un reflux sous le sarmois, donc qui est là, la petite bille rouge ici. Apparemment non, donc on peut en avoir un là à tout moment, mais bon, on a quand même cassé relativement facilement le sarmois, donc avoir une conso ici c'est possible, mais voilà, bon, il aurait fallu mécher dessous, et là on aurait pu se dire que oui, on pouvait rejoindre M7 jours, puis M20 jours. Là, bon, ça va être un peu plus compliqué. Donc j'ai tout enlevé de mes graphes, comme ça je vais vous montrer pourquoi on en est là en ce début d'année, et où nous pourrions aller dans les jours, semaines à venir. Donc tout simplement, le CAC a ouvert sur sa M7 trimestre, ici, la flèche verte. Donc ça avait tout son sens de monter avec ce gap pile sur les M7 trimestre. C'est pas anodin. On n'a pas gapé, on a cherché à gaper pour ouvrir sur cette M7 trimestre. On a ouvert également sur M20 mois. Donc pareil, le gap il est pas anodin ici. On a cherché à ouvrir dessus, clairement. Donc M20 mois, M7 trimestre en support. To the moon quoi. To the moon, et on voit bien l'effet que ça a eu. Voilà, donc bon, écoutez, il n'y a pas grand chose à dire. Je pense que moi, dans mon idée, nous pouvons aller. Alors j'avais vu quelque chose, tac, voilà. Donc à mon sens, nous pouvons aller jusqu'à la bande de Bollinger mois, et éventuellement la bande de Bollinger trimestre, qui tombe à peu près au même niveau. Donc on parle d'un niveau à peu près à, si je fais un trait noir pour qu'on puisse se repérer, voilà, 7135. Donc on peut parler de 7115, 7140 pour être un peu plus large. Donc voilà, ça c'est le niveau clairement à aller chercher, à mon sens, pour un reflux conséquent. En attendant, est-ce qu'il y aura un petit retracement ou pas? Je n'en sais rien. Actuellement, il n'y a pas de résistance claire pour le dire.
mais ça serait opportun de retourner chercher au moins M7 jours pour relancer cette belle hausse qui est en train de se dérouler sur le CAC. De toute manière, on ira la chercher à un moment ou à un autre. Alors, est-ce qu'on ira la chercher quand on aura buté sur ces bandes de Bollinger, ou est-ce que c'est déjà opportun d'aller la chercher pour ensuite aller chercher ces bandes de Bollinger? Ça, on ne le sait pas, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de résistance claire actuellement pour pouvoir le dire. Mais, je vais revenir quand même là-dessus, sur un point qui est extrêmement important pour moi, faut éviter le FOMO. Donc la peur de passer à côté de quelque chose et rentrer n'importe où. Là, au point où nous en sommes, il est préférable à mon sens d'attendre un léger reflux, parce que je ne pense pas qu'on aura des reflux énormes, car à mon sens, il y a sûrement une hausse qui est enclenchée pour 2023. Je serais même pas surpris qu'on aille voir les 8000 points, j'en sais rien. Mais ça me surprendrait pas en tout cas. Je pense qu'il est préférable, voilà, de chercher des points, des zones de support assez intéressantes. Là, pour le coup, en zone de support, on aura la M7 jours. Si on casse la M7 jours, on aura la M20 jours, peut-être avec la M7 hebdo. Voilà, quelque chose dans le genre, donc autour des 6700 points. Mais bon, avant qu'on y retourne, il y a un peu de marge. Il est préférable d'entrer sur un reflux que d'entrer maintenant, parce que votre ratio risque-rendement, il est très mauvais. Parce que si vous entrez maintenant à 7025, mais qu'on a un reflux jusqu'à M7 jours, et que vous visiez 7130, bah, vous mettez un stop qui est relativement loin, parce que vous le mettez sous M7 jours, donc autour de 6890, et vous visez seulement 7130. Donc le ratio risque-rendement, il n'est pas excellent ici. Et puis bon, faut pas oublier qu'on est quand même relativement en surchauffe, donc, parce qu'on est monté très vite, très haut, et qu'à tout moment, il peut y avoir un reflux justement pour rééquilibrer un peu les choses. Donc faites attention à ça. Pour le DAX, donc le DAX, même principe, hein, pour le coup, lui, il n'a pas ouvert sur des supports très forts, disons qu'il a suivi l'Europe. Moi, je le trouve bien sûr bien moins propre que le CAC, il n'y a rien à dire, c'est pour ça que je le surveille pas forcément. Après, il est un peu plus volatile, donc il peut être intéressant, en tout cas à mon sens, de temps en temps, de prendre des positions dessus. Bon, rien de plus sur le DAX. Pour moi, le niveau à aller chercher, c'est celui-ci, donc qui est le Jack mois. Donc, comme je vous le dis à chaque fois, au-dessus de Jack mois, M20 est haussière. En dessous de Jack mois, M20 est baissière. On a cassé M20 mois ici. Donc, en toute logique, on va chercher la polarité de cette M20. Et la polarité de cette M20, ce sont les 15 420 qui sont Jack mois. Et je pense que ça a tout son sens, au même niveau que, en gros, il y a 300 points à aller chercher pour le DAX, pendant que le CAC, il y en a une bonne centaine. Donc, c'est à peu près... ça a pas mal de sens de dire que les points de résistance pourraient arriver au même moment sur les deux indices. Donc 15 420 pour le DAX et 7135 pour le CAC. Pour le Stoxx, on n'a pas grand chose sur le Stoxx en termes de résistance. Par contre, voilà, l'Open était bien plus propre que le DAX et tout autant que le CAC, avec un Open sur M7 semestre ici, avec la flèche verte. Voilà, donc on voit tout de suite à quoi s'attendre quand il se passe ce genre de configuration. Donc voilà, ici pareil, il n'y a pas beaucoup de résistance pour le coup sur le Stoxx. C'est la seule véritable qu'il pourrait y avoir, ce serait un Jack haut. Donc bon, mais c'est assez hasardeux, hein. Je suis pas forcément emballé, donc 4196. Mais bon, enfin sans réelle conviction pour le coup, c'est pour ça que je préfère largement le CAC en Europe. Allez, on passe côté US. Les US, j'avais pas enlevé pour le Nasdaq mes petites annotations. Et ben vous voyez pour le Nasdaq, on a fait plus 5,50% depuis l'Open du 3 janvier 2023, ce qui est relativement correct, sachant que c'est celui qui surperforme le plus aux US. Les techs ont repris un peu la main, donc ça je m'en doutais un peu, de toute manière via mes spreads et tout, je voyais bien que le spread donnait la parole à une surperformance du Nasdaq sur le reste des US. Alors là il y a quelque chose de sympa sur le Nasdaq, bon, surtout cet Open sur
la M20 trimestre, dans l'idée d'un possible non-croisement haussier trimestre, mais bon, ça, on en reparlera peut-être plus tard. Donc voilà, ouverture sur M20 trimestre, donc pas anodin. La M cette année se rapproche du prix, donc on va pouvoir bientôt parler d'un appui au final sur M cette année, peut-être. En tout cas, voilà, il n'y a pas de résistance très claire, sachant que la seule qui aurait pu avoir, c'était Ogi Moi. Ah si, Ogi Moi fait quand même résistance. Vous voyez, je construis mes scénarios en même temps. Donc ouais, Ogi Moi pour le coup, Ogi Moi a fait refluer les prix hier. Donc on voit bien la précision, hein. Au-dessus de Ogi Moi, M7 mois est haussière, en dessous de Ogi Moi, M7 est baissière. Donc niveau d'importance, étant donné que notre M7 mois est actuellement baissière, comme vous pouvez le constater ici. Et donc c'est un peu la bataille actuellement pour savoir est-ce que notre M7 mois va passer haussière ou pas. Donc la zone de polarité a tout son sens ici, et on le voit bien avec ce reflux hier, pile dessous. Et ça ne veut pas... Et maintenant, la question à se poser, donc je tourne ça, nous sommes vendredi 13 janvier, il est 11h24, donc les US n'ont pas encore ouvert. Peut-être qu'on ira gaper cette zone, donc des 11 503, ou peut-être qu'on refluera dessous aujourd'hui. En tous les cas, voilà, nous sommes sous le Ogi mois, nous sommes sous la bande de Bollinger supérieure jour, on a pris pas loin de 6%, c'est pas maintenant qu'il faut rentrer à l'achat, clairement pas. On va attendre de voir que la bande de Bollinger supérieure éventuellement s'aplatisse pour qu'elle évite de faire trop résistance. Le Nasdaq, bon bah, moi j'ai un avis assez bullish sur le sujet, hein, clairement pour les mois et trimestres à venir. Donc je suis en train de regarder les grosses capitalisations du Nasdaq. Je suis assez étonné, hein, je vous avoue, de toute manière, de l'Open 2023. Je pensais moi qu'on allait aller chercher des supports un peu plus bas pour ensuite rebondir. On les a fait tout de suite à l'Open. Alors peut-être que ce ne sont pas les points bas de l'année 2023, mais ça en a tout l'air, hein, pour le moment. Donc le Nasdaq, voilà, j'ai une idée assez bullish sur le sujet, mais il ne faut pas entrer maintenant, à mon sens. Je pense que voilà, peut-être que nous pourrions aller chercher la M7 jours et repartir de plus belle pour une phase 2 haussière jour, etc. et aller viser dans un premier temps la bande de Bollinger supérieure hebdo ici, donc couplé voilà plus ou moins au SAR. Si on regarde au SAR mois, si on fait un trait noir et qu'on le projette, voilà, on est plus ou moins autour du SAR mois, autour de la bande de Bollinger supérieure hebdo. Voilà, c'est un niveau à aller chercher, je pense, pour le Nasdaq. Ensuite, le S&P 500. Le S&P 500, un peu plus agressif, en tout cas d'un point de vue graphique. Je pense qu'il me semble qu'il avait fait moins de performance. Voilà, il a moins fait de performance que le Nasdaq, puisque nous sommes à 4,30 contre 5,5 pour le Nasdaq depuis le début d'année. Pareil que le Nasdaq, on arrive sur des points de résistance après une hausse assez conséquente de début d'année. Ici, on a Ogi Hebdo. Donc, c'est un point de résistance assez impactant, puisque nous sommes dans un possible faux croisement baissier hebdo. Donc c'est quand M7 baissière croise M20 qui elle aussi est baissière. Donc voilà, est-ce qu'elles vont se croiser? Du coup, on ne sait pas. Mais en tout cas, pour préserver cette baisse des moyennes, il faut préserver les Ogi et Jack hebdo. Et il faut préserver du coup ces 4026 et ces 4057. Bon, tout en sachant que celui de la semaine prochaine, il sera assez bas. Donc pour préserver ce faux croisement baissier hebdo, il faudrait repasser sous ces 3924 fin de journée. Je n'y crois pas trop. Après, tout est possible. Donc voilà, encore une fois, je suis assez haussier de toute manière, hein, sur pratiquement tous les indices. C'est juste que je n'entrerai pas maintenant parce que j'ai loupé la hausse de début d'année et je ne vais pas entrer n'importe où maintenant qu'on arrive sous résistance et qu'on a fait des performances déjà relativement élevées en peu de jours. Le Dow Jones, il est sous Ogi hebdo. Le Dow Jones, c'était assez...
enfin c'était plus prévisible, je trouve, pour le coup, avec le Dow Jones, puisqu'il a ouvert, alors c'était, puisqu'il a ouvert, pardon, sur, voilà, Ogi-moi +1, donc on voit la précision, hein, au 3 janvier, vous voyez, le support, il a clairement été marqué, hein, au point près, je pense même. Donc voilà, Ogi-moi +1 a fait support, c'est normal, on voulait préserver la hausse de la M7 mois. Maintenant, la prochaine résistance, donc c'est Ogi hebdo et c'est Jack mois, puisque notre M20 mois est rouge, on l'a cassé, maintenant on va chercher la zone de polarité de cette M20 mois. Mais voilà pourquoi le Dow est monté, et voilà pourquoi je n'achèterai pas le Dow maintenant également, puisque voilà, nous sommes sous Ogi hebdo, sous Jack mois, c'est pas maintenant qu'il faut entrer, encore une fois. Mais vous voyez une correspondance quand même avec les résistances, même sur l'Europe, qu'on a vu précédemment. Je pense que si on vise les résistances données sur l'Europe, on visera plus ou moins les mêmes résistances sur le Dow, avec les 34 529. Je pense que tout va converger à un moment donné. Faire un petit tour sur l'euro-dollar, et après on va passer rapidement, très rapidement, parce que j'ai pas envie que ce soit trop long, ça fait déjà 16 minutes. Je vais passer rapidement sur l'euro-dollar, donc l'euro-dollar qui a fait, vous voyez, regardez cette open de l'année sur... Je voulais juste vous le montrer sur Ogi-moi, le trait bleu. Donc pareil, au point près. Hein. Là, si on le répercute en journalier, vous voyez, cette mèche pile sur Ogi-moi, enfin moi ça me fascine. Je trouve ça d'une précision incroyable, ces zones de polarité. Et on le voit encore une fois. Donc là, pareil, pour l'euro-dollar, on arrive sous M20 mois, donc c'est pas du tout le moment d'entrer long. Mais ça, voilà, on le voit de partout, hein, de toute manière. Beaucoup de gens ont profité de ce début d'année, tant mieux. Moi, heureusement, voilà, sur mes portefeuilles long terme, j'en ai profité. Pas sur mes portefeuilles de trading, mais en tout cas, les portefeuilles long terme ont pas mal apprécié. Mais voilà, maintenant, on arrive sous des résistances, donc faites très attention à ça. Pensez à votre gestion du risque, à votre money management. C'est pas du tout le moment. On va attendre un très léger retracement. Et je pense qu'il sera très léger, ce retracement. Peut-être que je peux me tromper. Je vais passer aux actifs de la semaine donc, dont j'avais parlé, notamment pour ces 3 actions ici. Donc avec le plan de trading donc sur Esker notamment, où je voyais donc un open sur M7 année, on le voit bien ici, hein, M7 année qui a fait un joli support, et je visais 191 qui correspondait plus ou moins à M7 trimestre, et couplé, voilà, plus ou moins à M20 mois et le SAR mois qui vont descendre, donc on va se retrouver plus ou moins dans une zone de TP à 191, une zone d'objectif à 191 €. Donc je suis très content de cette stratégie parce que elle paye très bien, puisqu'on fait quand même depuis le début d'année quelque chose grosso modo de 6,65%. ERF, bon bah je suis un peu déçu, mais ça va, on reste dans le range, c'est pas trop vilain. Mais bon voilà, on a une sorte de faux croisement baissier hebdo ici. Bon, à tout moment, le SAR hebdo donc qui est le premier objectif du faux croisement, nous permettra de faire un support. J'en sais rien, mais bon, moins 2,51 depuis le plan, c'est pas très grave. Sachant que voilà, Aube, lui pour le coup s'envole avec plus 4,85 depuis que j'ai donné le plan. Donc Aube c'était sur donc un support sur M7 mois, dans l'idée d'un faux croisement haussier mois, donc pour viser le SAR mois, puis la bande de Bollinger supérieure mois. Donc voilà, on se retrouve avec quelque chose autour des donc 55 puis 58 € en objectif. Donc voilà, pour le suivi, bon, moi à mon sens, de toute manière, il faut sortir une petite partie des plus-values peut-être maintenant, mettre un stop ABE et laisser courir jusqu'aux objectifs finaux. Pour l'event, donc l'event, alors celle-ci je l'ai trouvée incroyable, je l'avais posté pour le coup elle sur le Discord, je l'ai trouvée un peu plus risquée que les autres donc j'ai évité. Il y avait un support sur M7 semestre, il y avait un autre support sur SAR trimestre, on voit très bien ce que ça a donné, plus 18,21% depuis que j'ai donné le plan dans le Discord. Donc l'idée c'était de aller chercher la M7 hebdo, donc sortir 50% des plus-values ici et aller chercher le reste autour de M20 hebdo et sortir le reste ici. Si vous êtes motivé, vous laissez une petite partie du solde de l'ordre de 10% courir jusqu'au bout. Mais voilà, l'idée c'était 50% ici, 50% là. Ensuite, CF.
CF, il y avait un joli support, il y a toujours un joli support sur M20 mois et M7 trimestre. Donc pareil ici, on vise la M7 hebdo, puis la M20 hebdo. Donc pareil, 50% à sortir sous la M7 hebdo, puis les 50 autres sous la M20 hebdo. Et pour finir, Signa, donc avec un joli support sur la bande de Bollinger supérieure année, qui a très bien été marqué. Et on vise, pour le coup, la M7 jour, puis la M20 jour. Donc 50% sortir ici, 50% sortir ici. Je pense qu'on a fait un grand tour, je pense qu'on a bien cadré un peu tous les actifs. Donc pour résumer, il ne faut pas entrer maintenant. Il y aura un léger retracement à regarder les M7 jours, puis éventuellement les M20 jours, mais avant tout les M7 jours, pour re-rentrer à l'achat et viser les zones que je vous ai données sur chaque indice. À mon sens, voilà, ce seront les meilleurs scénarios à mettre en place. Je pense qu'on a peut-être une hausse installée. En tout cas pour le premier trimestre 2023, on verra par la suite. Mais autant en profiter et faire en fonction de ce qu'on voit sur les marchés. Voilà, là j'ai fait oublier quelque chose d'extrêmement important. Je vous ai pas parlé du spread Europe-US, donc du spread Stoxx, donc l'Euro Stoxx, versus le S&P 500. C'est comme ça que moi j'ai pu observer une possible surperformance de l'Europe avant même qu'elle se mette en place. Mais c'est aussi comme ça que je m'aperçois que l'Europe est arrivée peut-être à bout de souffle dans sa surperformance face aux US. Pourquoi ? Parce que nous arrivons et nous y sommes même, sous M7 année, qui est là, sous Augie du semestre prochain, donc un niveau de polarité extrêmement important pour la M7 semestre, et sous M20 trimestre. Et on voit là, alors les US sont pas encore ouverts, mais on voit quand même le reflux là, assez conséquent depuis ce matin. Donc voilà, je voulais vous partager ça, c'est vrai que je l'avais totalement oublié, mais ce qu'on pourrait en tout cas en conclure, c'est que l'Europe et sa surperformance pourraient se mettre en pause ou se retourner, mais moi je pense se mettre en pause pendant quelques temps, avec, dans l'idée, que le spread rejoigne ce niveau, donc autour de M20 jours. Possiblement que l'Europe pourrait continuer de surperformer encore en 2023 les US, comme elle a démarré. Mais voilà, il y a un petit reflux à prendre, donc ce qui veut dire que les US pourraient baisser moins vite que l'Europe, ou les US pourraient monter plus vite que l'Europe. Voilà. En gros, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas parce que le spread descend que l'Europe va descendre et les US vont monter. Ça veut surtout dire que y en aura un des deux qui sera plus violent dans un sens ou dans un autre. Voilà, tout simplement. Bon, voilà, je vous laisse là-dessus. On se retrouve sur DarwinX, donc voilà, comme vous pouvez l'observer, 13,79% de performance, une ligne assez claire, voilà, sans trop de drawdown. Bon, dans notre idée, on aimerait bien passer à la vitesse supérieure avec Boris, donc un peu à se laisser un peu plus de lest sur le money management pour décupler un peu plus ses performances. Voilà, donc on verra tout ça tranquillement, mais en tout cas ça avance. On a 15 investisseurs pour pratiquement $36 000 d'investissement. Donc c'est sympa, on est content et voilà, on essaie de rester un peu dans cette optique de gestion du risque la plus propre possible, parce qu'on s'inscrit dans une idée long terme. Clairement, on veut être là encore dans 5 ans, 10 ans. Donc l'idée c'est de faire les choses propres et d'être le plus décorrélé possible du marché. C'est d'avoir de la perf tout le temps. Donc même si le marché dévisse demain de 20%, ça devrait pas se ressentir sur la performance. En tout cas, peut-être en termes de rendement. On fera probablement plus de rendement parce que plus de volatilité. Mais peu importe l'état du marché, nous, ce qu'on veut, c'est surtout une courbe assez linéaire. Et comme je vous le disais, on va essayer de décupler un peu plus tout ça pour être un peu plus performant. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous mettrai toujours le lien de toute manière dans la description pour vous puissiez aller voir tout ça avec vos propres yeux.
Et cette fois-ci, on va passer à la conclusion, parce que je crois que je l'ai dit précédemment, et qu'on n'y est pas allé, j'avais totalement oublié cette partie d'Arwinex. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, j'espère que l'émission vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si vous avez des suggestions, que ce soit d'actifs, des remarques sur le fond ou la forme de la vidéo, ce que vous souhaitez. N'hésitez pas une seule seconde. Comme d'habitude, je vous mets la vidéo en vignette à la fin de cette vidéo qui parle des bases de l'analyse technique systémique, donc qui vous permettra de comprendre tout ce que je dis dans cette émission. Je vous mets également l'émission précédente et je vous dis à bientôt.